Je me tourne vers Hamdan Al-Damiri, le coordinateur des organisations palestiniennes en Belgique. Hamdan, ça fait pas mal de temps maintenant que tu es en Belgique, donc en tant que réfugié, tu la connais bien. Quelle est ton impression par rapport aux médias belges que tu suis depuis très longtemps aussi? Quelle est ton impression sur l'histoire qu'ils racontent? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, je regarde rarement les médias, je dirais belges ou françaises. Parfois, je regarde, mais rarement, parce que je suis plus des chaînes arabes qui montrent à travers leurs correspondants sur place la réalité des événements dans la bande de Gaza et dans le territoire de la Cisjordanie. En fait, Israël est là depuis 1948. Elle a construit son projet sur 4 éléments principaux. Le premier élément, c'est d'avoir une armée forte. Et d'ailleurs, l'Occident, il est là justement pour garantir une force à cette armée israélienne capable de dissuader, etc., etc. Mais voilà, malheureusement pour Israël, bien sûr, heureusement pour nous, que le 7 octobre, il a montré la limite de cette armée forte. Deuxième élément, c'est d'avoir une économie forte et attirante. Et grâce, je dirais, au soutien occidental, qu'Israël possède effectivement une économie forte. On sait très bien qu'Israël, c'est pas un simple pays de tiers-monde. Israël est là de produits nationaux intérieurs très forts. C'est comme la Belgique, comme la Hollande, etc. Donc, cette économie forte fait partie du projet israélien, justement pour attirer d'abord des investisseurs, pour qu'ils, je dirais, investissent dans l'économie israélienne, mais aussi pour attirer de la population. On sait très bien qu'une des raisons de ce qu'on appelle l'immigration juive vers Israël, c'est justement parce qu'il y a cette économie-là. Troisième élément, à mon avis, c'est le soutien de l'Occident. C'est très important, le soutien de l'Occident pour Israël. Et le soutien de l'Occident, d'abord, Israël, c'est un projet colonial occidental. Ce n'est pas les Juifs qui ont créé Israël, c'est l'Occident qui a créé Israël. Et justement, parce que c'est un projet colonial. Et quatrième et dernier élément important pour qu'Israël continue son projet, c'est d'avoir les médias. Les médias font partie de cette force d'Israël. Donc, quand on dit les médias, c'est-à-dire principalement les médias occidentaux, bien sûr, et on sait très bien que les médias occidentaux, on l'a vu, on le voit d'ailleurs dans les événements actuels à Gaza, combien ces médias occidentaux sont complètement de côté d'Israël. C'est la réalité. Mais heureusement, à côté de ce qu'on appelle les médias traditionnels, télévision, journaux, etc., mais il y a aussi ce qu'on appelle les médias alternatifs. Ce qui est très bien, d'ailleurs, c'est heureusement pour les Palestiniens, qu'il y a ce qu'on appelle les médias alternatifs, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui jouent un rôle important maintenant de transporter l'information avec pas nécessairement des journalistes, parfois des journalistes, mais parfois aussi des personnes simples qui filment, qui font des vidéos, et ces informations-là, elles sont passées d'une manière parfois massive au niveau international. Donc, ces médias-là, ils sont importants, et d'ailleurs, à mon avis, si on est arrivé à ce changement au niveau de l'opinion publique internationale vis-à-vis des événements tragiques à Gaza, c'est justement grâce à ce point, à cet élément-là qui joue ce qu'on appelle les médias alternatifs au niveau international. Donc, oui, les médias occidentaux, ils sont toujours à côté d'Israël. D'ailleurs, quand il m'arrive de voir comment dirais-je, des émissions de dialogue, de discussion sur les événements de Gaza, je vois à quel point ces médias-là, comment dirais-je, orientent le débat, posent les questions qui les arrangent. Justement, on ne pose jamais une question qui dérange à quelqu'un qui est pro-israélien. Donc, si on compte sur les médias occidentaux, on est foutu, comme on dit. Donc, mais grâce à l'existence de ces médias, de réseaux sociaux, je pense que on a une carte
importante entre nos mains et par conséquent, il faut continuer à ce que cette carte-là joue son rôle au niveau international pour informer l'opinion publique internationale sur la vérité des événements de Gaza, parce que le projet à Gaza, je ne vais pas parler de ce qu'on appelle de narratif israélien par rapport des événements de 7 octobre, mais le vrai projet israélien derrière les événements de Gaza, c'est des intérêts, c'est justement le gaz, c'est justement le canal, et c'est ça ce qui cache. Les Israéliens, ils ne veulent pas le dire, c'est pourquoi ils veulent vider carrément la bande de Gaza de ses habitants, c'est pourquoi la destruction, c'est pourquoi les massacres, de plus en plus, on compte maintenant plus que 1000 massacres à Gaza. Quand on dit massacre, quand on bombarde une maison ou dans un quartier, c'est un massacre, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont tuées dans ce bombardement. Il y a plus que 1000 massacres actuellement depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant, et ils vont continuer, parce que la seule chose qu'ils sont capables de le faire à Gaza, les Israéliens, c'est de massacrer et de détruire les maisons. C'est la seule chose dont ils sont capables. Comment ça se fait que les médias occidentaux reproduisent justement le récit israélien, la version israélienne? Il y a très très peu d'esprit critique, en tout cas au début. Maintenant, comme on voit bien qu'Israël ne va pas gagner, on entend un petit peu des critiques, mais jamais sur le principal. Comment expliquer ça? Oui, moi je pense que quels sont les éléments sur lesquels Israël il a construit son projet médiatique, je dirais, son discours, ce qu'on appelle le narratif israélien. Il y a 5 éléments d'après mon analyse à moi. Premier élément, c'est il a renversé ce qu'on appelle agresseur et victime. On sait très bien que depuis 75 ans, c'est le peuple palestinien qui est victime. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Depuis 75 ans, nous sommes victimes de ce projet colonial. On a connu des massacres, on a bombardé les Palestiniens un peu partout, etc. On a tué tellement de personnes. On a mis en prison, toi tu as cité le chiffre 850 000, en réalité c'est plus que 850 000 qui ont connu l'emprisonnement dans les territoires occupés, parce qu'on est, d'après les sources des associations de droits de l'homme palestiniennes, elles citent déjà le chiffre de plus qu'1 million de personnes qui ont connu l'emprisonnement en Israël. Donc les victimes, c'est nous. Mais seulement le narratif israélien, il est basé sur le renversement de ce principe-là. Israël devient la victime et les Palestiniens deviennent l'agresseur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le 7 octobre devient comme si c'est le début de tout. Or, le 7 octobre, c'est une conséquence dans ce conflit-là. Mais excuse-moi, oui. Anne disait, ça vient notamment du fait qu'il y a des médias qui appartiennent à des milliardaires et qui sont engagés avec Israël. Donc, elle voyait ça comme cause. Mais on a aussi un audiovisuel public. La RTBF n'appartient pas à un milliardaire franco-israélien. Mais elle ne joue pas son France rôle 2 non plus. Comme tel. Donc. Ouais, voilà, ça c'est vrai. Donc, le 7 octobre n'est pas le début de ce conflit. Le 7 octobre, c'était une conséquence de ce conflit. Mm-hmm. Mais ils ont voulu dire c'est le début. Mais l'attitude des médias, voilà, qu'est-ce qui fait que... Mais elles s'inscrivent dans ce narratif israélien, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, elles répondent à ce narratif israélien. Et à mon avis, troisième élément, c'est qu'Israël, on l'a vu, il a le droit à se défendre. Je n'ai jamais entendu parler d'un pays qui colonise un autre qui a le droit à se défendre. Ça n'existe pas. Quand on est colonisateur, on est dans l'agression. Donc, le narratif israélien a joué sur ce rôle-là et on a vu les hommes politiques occidentaux, de Biden à celui de l'Angleterre, aux Français, etc., l'Allemand, tout ça, ils se sont rendus là-bas sur place et chacun d'eux, il a dit, Israël, il a le droit à se défendre. Comme si Israël est la victime. Donc c'est déjà aussi le renversement de la réalité. Et quatrième point, à mon avis, dans ce narratif israélien, c'est que Israël, quand elle exerce son droit de riposte ou de défendre, elle ne s'attaque pas au peuple palestinien. Il s'attaque à une organisation palestinienne précise qui s'appelle Hamas. Et Hamas, elle est sur la liste noire
des organisations terroristes de l'Union européenne. Donc les Israéliens, ils le rappellent tout le temps. Tout le temps. Donc, ils ne s'attaquent pas au peuple palestinien. Alors, tout ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza, etc., comme si les bombes, quand ils sont lancés sur quelqu'un qui s'appelle Hamas. Ils sont lancés sur les maisons des gens. Et les gens sont le peuple palestinien. Et cinquième, je dirais, et quatrième élément de son narratif israélien, ce que Israël défend, les valeurs de l'Occident. Les valeurs de l'Occident dans cette région-là. Par conséquent, l'Occident doit être à côté d'Israël parce qu'il défend ses valeurs. Vous voyez? Et d'ailleurs, je dirais, les mouvances politiques qui répondent tout le temps cette idée-là qu'Israël défend les valeurs de l'Occident, c'est l'extrême droite. Moi, j'ai déjà entendu des déclarations de le maire le bourgmestre d'Anvers, oui. Comment il s'appelle lui? De Wever, oui. Il a dit Israël, c'est la lumière face aux ténèbres. Donc c'est une phrase qu'il a dit dans une déclaration à lui. Donc ça montre à quel point, sur cinquième point, intéresse est joué par une partie de ce qu'on appelle la droite. C'est l'extrême droite. L'extrême droite répète cette phrase-là. Donc Israël représente la lumière, alors que l'autre partie représente les ténèbres dans ce conflit-là. Donc vous voyez, à mon avis, c'est ça le narratif israélien mais seulement il arrive à sa fin. Bien. Il arrive à sa fin parce que ce narratif israélien maintenant n'est plus accepté. Donc le monde, l'opinion publique internationale, il a une autre idée de ce que c'est Israël, de ce qu'il fait Israël maintenant. Merci Hamdan. Je me tourne vers Bissane Abou El Naja. Vous êtes quelqu'un très actif ici sur le terrain avec les réfugiés palestiniens. Donc j'aimerais justement que vous nous disiez quel est le sentiment de ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils pensent, comment la Belgique les accueillait ou les accueille. Alors bonsoir à tous tout d'abord. Alors moi-même je suis réfugiée, donc fille d'un réfugié né dans un camp de réfugiés à Khan Younis et petite fille d'un réfugié qui a quitté ses territoires, donc sa terre de 48. Et voilà, donc je représente vraiment en fait cette composante de la société palestinienne. Quel est le ressenti des réfugiés aujourd'hui? Ils se sentent un peu ignorés, méprisés. Ils ont le sentiment qu'ils sont délaissés. Ils se comparent à d'autres réfugiés qui ont été accueillis à bras ouverts par l'Europe et qui ne comprennent pas comment l'Europe les a accueillis dans ces conditions-là et qu'elle ne leur donne pas leurs droits. Donc on parle tout d'abord du droit à l'accueil et on a d'ailleurs des décisions, des arrêts du Conseil de l'État qui condamne justement fait d'asile à accueillir les réfugiés, mais la secrétaire générale à l'asile donc refuse donc d'appliquer la loi. Donc ils se trouvent justement face à cette incompréhension. Donc ils me disent si les institutions de l'État n'appliquent pas la loi, alors qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire? Donc la question, elle est là, elle est posée. Donc la situation des réfugiés, elle est catastrophique. Beaucoup de réfugiés palestiniens et autres qui sont sans famille se retrouvent dans la rue avec aucun droit, aucune aide financière, pas droit aux soins. C'est très compliqué parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils doivent être accompagnés à chaque fois, ils doivent demander des papiers à chaque fois lorsqu'ils sont malades ou autres via fait d'asile. Donc c'est des démarches qui sont très compliquées, qui empêchent leur intégration et qui empêchent qu'ils s'installent dans des bonnes conditions. Donc ça, ne serait-ce que d'un point de vue de l'accueil. Ensuite, on ajoute la problématique du statut de réfugié, donc de la protection. Donc ils n'ont pas droit à la même protection. En tout cas, pour l'instant, les dossiers sont gelés et il n'y a aucune décision qui n'est prise quant à ces réfugiés-là, qui sont demandeurs d'asile, qui sont normalement sous protection des Nations Unies et de la Belgique, enfin de l'Europe et de la Belgique.
Aujourd'hui, on a beaucoup ces gens-là se sentent dans un milieu hostile, ne sont pas les bienvenus. Nous, on va dire sur le terrain, on essaie de les accompagner, de les rassurer, pour pas qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont impactés de plein fouet par ce qui se passe. Il faut savoir que 80% des réfugiés qui sont ici en Belgique sont originaires de Gaza, donc ils sont impactés directement. Ils ont perdu au minimum une personne, voire plus, et ils ont perdu leur maison, leurs souvenirs, leurs rêves. Et ces gens-là, malheureusement, la Belgique, quand on parle des fonds qui ont été levés pour la plainte à la CPI de 5 millions d'euros, c'est super, c'est bien, et j'encourage la Belgique à faire ce genre d'action, mais encore une fois, c'est pour la symbolique. A contrario, il n'y a que 49 000 euros qui ont été débloqués pour un soutien psychologique par la Belgique. Donc en fait là, il y a quand même un écart qui est énorme, sachant là quand on parle de réfugiés palestiniens, on parle de chiffres qui sont égaux à peu près 60 000 personnes, 60 000 réfugiés palestiniens ici en Belgique, dont 80% se trouvent dans une situation de vulnérabilité extrême, et que 49 000 euros de fonds débloqués pour ce soutien psychologique ne sont pas assez, parce que les réfugiés sont présents dans toutes les villes de Belgique, et ce n'est pas assez. Alors sur le terrain, nous faisons donc ce travail d'accompagnement. On essaie de trouver par le biais associatif des maisons d'accueil, des gens qui les accompagnent dans les démarches pour faciliter justement leur intégration, ou en tout cas leur vie ici sur place. Et les médias, malheureusement, contribuent à ce que cette population soit diabolisée davantage, parce que les médias, et là je reprends le point où vous dites pourquoi ces médias racontent la version israélienne, tout simplement à partir du moment... Enfin, moi je considère que les médias mainstream, ce sont les porte-voix des politiciens qui nous gouvernent. Donc en fait, ils donnent la version officielle et non la vraie version journalistique, pas une version objective de ce qui se passe. Donc ça, c'est mon point de vue. Et à partir du moment qu'on diabolise toutes les populations du Sud, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, voilà, etc., les médias eux-mêmes ne s'identifient pas dans cette partie de la population, mais s'identifient, et là je parle encore une fois des médias occidentaux, s'identifient du côté du colonisateur, parce qu'ils ont un passé colonial qu'on ne peut pas négliger. Donc eux, ils ne sont pas victimes, ils n'ont jamais été victimes, et ils ne peuvent pas se mettre à la place de la victime. Donc, et la victime pour eux, c'est Israël, parce que c'est eux qui sont agressés, et non l'inverse, parce qu'ils ont arrêté de faire leur travail journalistique, qui est au départ un métier à risque. Donc, et ils doivent aller chercher l'information pour justement informer la population. Mais ils ont choisi de faire de la désinformation, ou en tout cas de se contenter d'une version qui est toute faite, et de la colporter sur tous les médias occidentaux. Et donc, ils diabolisent, encore une fois, les Palestiniens partout. Et aujourd'hui, ce jeu dangereux des médias, il fait que les Palestiniens partout sont devenus des cibles. Donc je pense que vous avez vu un peu à travers ce qui s'est passé. Il y a 2 actes aux États-Unis. Donc un enfant de 6 ans qui a été poignardé avec 26 coups de couteau avec sa mère, 3 jeunes Palestiniens, enfin 3 jeunes personnes, on va dire, avec des kéfiers qui ont été attaqués aux États-Unis. Et donc et malheureusement aujourd'hui, défendre la Palestine ou porter
porter n'importe quel signe qui montre notre solidarité à la Palestine, nous rend des cibles directes à justement des attaques. Malheureusement parce que les médias ne font pas leur travail d'information et n'analysent pas la situation d'une façon objective. On va revenir sur ça et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces actions. Je me tourne vers Ismaël qui est justement un réfugié et en parlant là pendant la pause, j'ai découvert que ton histoire c'est vraiment celle d'un réfugié. Peut-être tu peux la partager. Bon, je m'appelle Ismaël, je suis un fils de teintre, c'est-à-dire j'habite à Anvers. Alors vous avez dit que les déclarations de M. De Wever, le bourgmestre d'Anvers, il a, c'est-à-dire classifié les Palestiniens que ce sont des gens des sombres contre les gens d'Israéliens que sont les fils de la lumière. Bon, je suis né au Koweït. Après, je suis déplacé à l'Irak, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et la Palestine. Et après, je suis parti pour étudier le bachelor en Algérie. Et je suis revenu encore en Palestine, pour 7 ans. Et je suis parti à la Palestine pour étudier le master en Tunisie. Et j'ai commencé le doctorat et après je suis parti au Maroc, l'Espagne, et maintenant je suis en Belgique. Ce voyage, c'est un voyage de quelqu'un qui est réfugié depuis le premier souffle. Parce qu'on n'a pas de patrie officiellement, c'était tellement difficile de trouver quelques places pour vivre là-bas. C'est ça. Alors, il y a quelque chose de très important que j'ai trouvé pour la couverture des médias. Il n'a pas focalisé sur les détails humains pour la vie quotidienne pour les Palestiniens. Jamais. Par exemple, il y a une question évidemment sérieuse ici pour tout le monde ici, même pour le public. Est-ce que vous avez des noms pour des victimes? Non. Bon, est-ce que vous avez des idées sur la superficie de la bande de Gaza? Combien de kilomètres? Ça oui, c'est superbe. Est-ce que vous avez par exemple des informations sur les lois israéliennes? Par exemple, s'il y a, par exemple, j'étais un étudiant en Algérie. Il y a une histoire d'amour avec une fille algérienne. Elle était évidemment un canon. Bon, j'ai appelé à mon père, je voudrais marier cette fille. Elle est magnifique. Et bon, elle a dit, ok, je vais demander au bureau comment on dit, la coordination avec les Palestiniens. Ce bureau, ça c'est pour les affaires civiles. Et la réponse était pour 2 fois non. C'était un choc pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai su que je ne peux pas marier librement. Jamais. Pas moi seulement. Les gens de la bande de Gaza, même les gens de Cisjordanie. Si je voudrais par exemple marier une fille belge, il ne faut pas vivre là-bas à la bande de Gaza ou bien en Cisjordanie. Il faut vivre dehors de la Palestine. Deuxièmement, par exemple, pour déplacer, la liberté de mouvement n'existe pas. Pour seulement voyager de la bande de Gaza à la Tunisie pour étudier le master, j'ai resté... Bon, ça dure combien ici pour les gens ici pour voyager pour un autre pays directement? Oui, elle a duré pour moi 1 an d'attente. Parce qu'il y a une liste, si long, pour les gens, pour attendre. Pourquoi on ne peut pas, dans cette époque, voyager librement? Parce qu'il faut avoir des maladies catastrophiques ou bien comme le cancer et tout, pour voyager.
Oui, ou bien être un étudiant, ou bien avoir une autre nationalité, ou bien avoir un contrat de travail. Seulement, pour voyager, pour le loisir, non, jamais. C'est difficile. Alors, pour, par exemple, soigner dans les hôpitaux, c'est ici magnifique. Bon, le système de santé est extraordinaire. Mais chez nous, à la bande de Gaza, jamais. Ma mère, par exemple, qu'elle était une malade de cancer, on a demandé aux autorités israéliennes, s'il vous plaît, on veut transformer le cas de ma mère pour un hôpital israélien. Et la réponse était non. Point final. Et pour 3 mois, ma mère était devant moi, mort chaque jour. Et moi, avec les mains croisées, je ne peux faire rien. C'était jusqu'à ce moment un trauma pour moi. Pourquoi? Nous sommes des êtres humains comme les autres. Mais ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'il y a des médias qui focalisent sur cette histoire, des histoires comme ça de la vie quotidienne des Palestiniens? Jamais. Je n'ai pas trouvé évidemment ça, que ça c'est, sincèrement pour dire ça c'est tellement rare de trouver des médias qui focalisent sur ça. Alors, il ne faut pas parler sur les affaires politiques tout le temps, parce que seulement, ça ne bouge pas l'opinion publique. Jamais. Ou bien c'est tellement difficile de trouver des comment on dit, c'est des raisons pour modifier, ou bien pour pousser les gens pour être pro-palestiniens. Il faut trouver des histoires pour les êtres humains des Palestiniens. Ce ne sont pas seulement des chiffres. La plupart des médias ici en Belgique, parce que je comprends le néerlandais, le français, je trouvais que c'est comme les résultats des matchs. 2 contre 6, 6 contre 16. C'est pas comme ça. Il faut parler sur la vie quotidienne des Palestiniens. Et je suis tellement reconnaissant pour M. Michel Collin parce qu'il a évidemment résumé la plupart de notre histoire pour les affaires politiques et les mensonges et la guerre des informations et tout. Merci. Merci, merci Ismaël pour ce témoignage très très courageux et très émouvant. Bien entendu, Télé-Palestine dont j'ai parlé et que je vous appelle à soutenir va certainement donner la parole. On est une toute petite équipe, donc on arrive à faire même pas 10% du travail. Donc on a vraiment besoin de coups de main pour nous aider à donner la parole aux Palestiniens. C'est ça l'idée de Télé-Palestine. On va certainement passer très vite à vos questions et on va certainement voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les réfugiés, pour faire la pression, pour répondre à tout ce qui vient d'être dit. Mon dernier invité, c'est Yann Fermont, avocat très spécialisé dans beaucoup de problèmes internationaux, des guerres provoquées par les États-Unis et l'Europe. Yann, on entend parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Les gens se demandent, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le plan du droit? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pression? Comment tu vois ça en tant qu'avocat? Merci Michel. Alors, je pense qu'en tant que juriste, il y a en tout cas 3 domaines dans lesquels on peut intervenir. Et très rapidement sur chacun de ces points. D'abord, on peut contribuer à la clarification qui est nécessaire en répondant aux arguments qui sont mis en avant, qui sont des arguments en même temps politiques, mais qui ont aussi un fondement juridique et parfois prennent aussi une forme juridique et dont tu as parlé. Et donc ici, dans la présente situation, c'est évidemment ce couple terrorisme et droit à l'autodéfense contre le terrorisme. Et pour moi, c'est une double escroquerie intellectuelle
et juridique. Parce que d'un côté, en qualifiant les combattants palestiniens de terroristes, c'est clair qu'on est face de cette façon tout à fait le fait qu'il y a un conflit armé entre la Palestine, le peuple palestinien d'un côté et l'État d'Israël de l'autre côté, en traitant les combattants palestiniens qui sont en fait partis à un conflit armé entre le peuple palestinien et Israël de terroristes, on leur enlève en fait cette capacité de combattants dans une guerre, de combattants dans un conflit armé. Et donc c'est une escroquerie, on les décrit comme des simples criminels terroristes, alors qu'en réalité, c'est des gens qui, même dans le droit international, ont un statut. Parce que les combattants, même si ce ne sont pas des combattants je dirais, qui font partie d'une armée étatique, les combattants dans un conflit armé ont un statut particulier. Et donc, une des conséquences de ce statut particulier, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'un combattant dans une guerre peut faire, c'est-à-dire attaquer des militaires, attaquer des cibles militaires. C'est légitime dans le droit de la guerre. Et donc, en les qualifiant de terroristes, on falsifie la situation, c'est une escroquerie. Et de l'autre côté, c'est aussi une escroquerie, parce qu'on parle du droit à l'autodéfense d'Israël. Le seul droit à l'autodéfense que le droit international connaît, c'est celui qui est repris dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais c'est un droit à l'autodéfense pour les États qui se font attaquer par un autre État dans le cadre d'une guerre d'agression. Évidemment, ici, on met tout à fait les choses sur la tête. Un occupant qui mène une guerre illégale d'agression contre un autre peuple, parce que c'est exactement ce qu'Israël fait, peut évidemment jamais, en droit international, invoquer un quelconque droit à l'autodéfense. Ça n'existe pas. Et donc, on nous a bassiné les oreilles avec le terrorisme contre lequel Israël exerce son droit à l'autodéfense, et aussi bien d'un côté que de l'autre côté, c'est des escroqueries intellectuelles que tu as dénoncées et dont tu as parlé dans ta présentation de tout à l'heure, mais c'est aussi des escroqueries juridiques, c'est des escroqueries, c'est des falsifications du droit international par rapport à la situation sur le terrain. Et je crois qu'en tant que juristes, nous avons, surtout des juristes qui travaillent dans le domaine international, nous avons le devoir de participer à cette clarification et de montrer que c'est effectivement des escroqueries. Deuxièmement, nous avons évidemment le devoir de participer à la défense de tous ceux qui se font criminaliser maintenant parce qu'ils sont actifs dans le mouvement de solidarité. Et donc je pense notamment à mes amis de Samidoun en Allemagne, qui se font criminaliser, qui se font interdire parce qu'ils utilisent le slogan « La Palestine sera libre de la rivière à la mer, du Jourdain à la mer », et dont on dit « c'est scandaleux, c'est antisémite, c'est je ne sais pas quoi encore, et donc il faut interdire cette organisation », alors qu'en réalité, la seule chose que ce slogan dit, c'est qu'il faut un État sur le territoire palestinien. Et alors on peut discuter. Alors, 2 États ou un État, c'est une question politique à discuter, mais il y a beaucoup de gens qui disent les Israéliens ont rendu les 2 États impossibles, ils ne veulent pas de 2 États, donc la seule solution, la seule perspective d'avenir, c'est un État où les gens vivent sur un pied d'égalité, où tout le monde est égal, un État démocratique où tout le monde est... Le slogan ne dit que ça. J'ai lu la semaine passée un excellent article d'un rabbin américain qui dit « Moi, c'est from the river to the sea ». Donc moi, je suis pour ce slogan parce que je suis contre les États ethno-nationalistes. Je suis contre les États basés sur les Palestiniens d'un côté, les Israéliens, les Juifs israéliens de l'autre côté. Je suis pour un État où tout le monde est égal. Eh bien, ce type de raisonnement, ce type d'expression est criminalisé au point où on interdit des gens de crier ça dans les manifestations, on les arrête, on interdit des organisations. Et donc là, il y a un devoir important, je pense, pour nous, au niveau de la défense juridique. Et puis, il y a évidemment la question majeure à laquelle tu as fait référence de la lutte contre l'impunité. Sur cette question-là, évidemment, il faut poursuivre, il faut essayer d'amener en justice les responsables des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité comme l'apartheid, des crimes de guerre qui sont commis actuellement et du crime d'agression.
parce que souvent on oublie cet aspect-là, il y a un crime d'agression qui est commis également. Mais je veux dire, par rapport à cela, je veux dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il n'y a pas de poursuite et il n'y a pas de processus de responsabilité pénale sans preuve. Sans preuve solide. On ne peut pas faire un procès pénal avec quelques coupures de presse ou des choses qu'on a ramassées à gauche et à droite, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un espoir d'obtenir une condamnation si on n'a pas les preuves sur le terrain. Il y avait des organisations palestiniennes qui travaillaient depuis 10 ans à la récolte de ces preuves. Le Centre palestinien pour les droits humains, PCHR, Palestinian Center for Human Rights, à Gaza, dirigé par mon ami Raji Sourani, voilà, bon. Raji Sourani. J'ai le nom parce qu'il est mon ami déjà. Voilà. Hein? Raji Sourani et Al-Mezan, autre organisation active au Gaza, et Al-Haq, dirigé par Shawan Jabarin, qui est active dans le West Bank. Ces organisations, pendant toutes les guerres précédentes de Gaza, on voyait que ces organisations documentaient les crimes minute par minute. Il y avait une bombe qui tombait à Gaza, PCHR publiait sur son site internet à quel moment, à quelle heure la bombe était tombée, quel type de bombe avait été utilisé, parce qu'ils avaient des enquêteurs sur le terrain, quelles étaient les victimes, pourquoi il n'y avait pas de légitimation militaire d'avoir bombardé cet endroit. Une des premières choses que les Israéliens ont fait maintenant, pendant la guerre, c'est bombarder les bureaux de PCHR, détruire absolument toute l'infrastructure de PCHR, et ils ont essayé 2 fois de tuer Raji Sourani. 2 fois, ils ont d'abord bombardé sa maison à lui, et ensuite, ils ont bombardé le lieu où il avait trouvé un refuge. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les Israéliens ont bien compris qu'il n'y a pas de procès, pas de condamnation contre eux, sans les preuves de ces organisations. Pendant 10 ans, ces organisations, je pense peut-être tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois, étaient dans le bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye avec des caisses de preuves. Et les Israéliens savent bien que c'est ce travail des organisations palestiniennes sur le terrain qui est la base pour tout processus, comme on dit en anglais, d'accountability, hein, de responsabilité. Donc on n'arrivera jamais à une condamnation de qui que ce soit si ce travail-là n'est pas protégé. Et donc, pour moi, pour nous, juristes, c'est la première chose. C'est d'aider ces organisations à reconstruire leur capacité qui a été détruite d'une part par les bombes israéliennes, littéralement, mais qui aussi ont été criminalisées. Al-Haq a été désigné comme organisation terroriste par le gouvernement israélien. Ces bureaux ont été fermés avant le conflit. Et alors, je trouve ça invraisemblable parce qu'on parle tout le temps on a donné 5 millions à la Cour pénale internationale. Mais tous les financements européens de ces organisations ont été supprimés. Raji Sourani s'est vu, le PCHR s'est vu supprimer ses subsides pendant le conflit par la Suisse et par la Suède, qui étaient 2 donateurs importants à cette organisation. L'Union européenne a rendu, dans la pratique, impossible que ces organisations obtiennent encore 1 centime de l'Union européenne en exigeant qu'ils signent une clause comme quoi ils ne vont pas inciter à la haine. Et les organisations refusent évidemment parce qu'ils savent que quand on dit on est pour un État, alors c'est l'incitation à la haine. Et donc pour moi, notre première tâche, c'est de faire en sorte que ces organisations retrouvent leur capacité pleine et multipliée par rapport à ce qu'ils avaient avant, de documenter, de rassembler les preuves sur les crimes commis par Israël. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que pour moi, c'est la première tâche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus? Oui, évidemment. On peut aller à la Cour pénale internationale. Je suis, moi, très sceptique pour le moment. Parce qu'on voit que le procureur de la Cour pénale internationale, quand il va en Israël, hein, alors que la Cour pénale a déjà dit dans un ancien arrêt, qu'elle a la juridiction sur ce qui se passe à Gaza
dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est, ce qui est important évidemment. Hein. La première chose que ce procureur fait, c'est de faire des déclarations en Israël où il dit « Nous avons un pouvoir de juridiction à Gaza et sur les territoires occupés », et il oublie Jérusalem. Donc, pourquoi il oublie Jérusalem? Eh bien, selon moi, c'est très simple, parce que l'occupation de Jérusalem, c'est le seul crime pour lequel il ne faut pas des preuves du terrain. Parce que c'est un crime qui est commis par des décisions gouvernementales. C'est un crime qui est commis qu'on peut documenter simplement en regardant le journal officiel israélien. Donc, la première chose que le procureur actuel de la Cour pénale internationale fait, c'est oublier cette partie-là. Essayer d'escamoter ça. La deuxième chose qu'il fait, c'est, avec fracas, il dit « Je vais faire quelque chose contre les colons violents dans le West Bank ». Et ça va de soi qu'il faut faire quelque chose contre ces gens. Hein? C'est vraiment... c'est des criminels, c'est très simple. Mais en même temps, il y a un piège. Parce que si on dit on va faire une enquête contre les colons violents et contre le Hamas, qui reste en dehors de la mêlée? Qui est protégé? C'est l'État israélien, évidemment. C'est l'État israélien. Et donc, par cette manœuvre-là, qui a été entamée par Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, où le procureur de la CPI a immédiatement réagi, et d'ailleurs aussi notre Premier ministre qui a dit on va refuser les visas à ces colons violents, mais en réalité, ça a l'air d'être une action, on fait quelque chose, hein, et donc les 5 millions, on verra où ils vont, mais je crains qu'ils vont aller vers cette enquête-là, hein, et en même temps, l'enquête sur l'apartheid, l'enquête sur la colonisation, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, à mon avis, elle risque de passer à la trappe si on ne reste pas mobilisé, si on ne continue pas à faire une très grosse pression sur la Cour pénale internationale. Et qui était faite par l'armée israélienne et filmée par l'armée israélienne. Voilà. Hein, et donc, alors, il y a, à part la Cour pénale internationale, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il y a un procès aux États-Unis contre George Bush, qui est fait par des amis, le Center for Constitutional Rights, où en fait on lui reproche de ne pas avoir agi pour prévenir le génocide. C'est un procès qui est en cours. Il y a un procès en Angleterre fait par Al-Haq et une organisation palestinienne en Grande-Bretagne contre les livraisons d'armes. On sait qu'il y a beaucoup de livraisons d'armes ici aussi en Belgique aussi. Il y a les tribunaux nationaux qui peuvent être, les tribunaux belges, français, allemands qui peuvent être compétents. Pas seulement dans le cadre de la soi-disant compétence universelle, on peut juger des crimes de guerre dans le monde entier, mais on oublie souvent que toute une série de ces criminels ont 2 passeports dans leur poche. Et donc, ils ont un passeport belge, français et israélien. Et donc, quand un Belge commet un crime à l'étranger contre des étrangers, il suffit qu'il y ait une dénonciation des victimes de ce crime pour que la justice belge puisse agir. Donc il y a plein de possibilités. Il y a les organisations de l'ONU. Souvent, on voit le Conseil de sécurité, il ne sait rien faire, l'ONU ne sait rien, est impuissante. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a vu le vote à l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques jours, où on a vu qu'Israël est totalement isolé. Bon, totalement isolé, les États-Unis, évidemment, restent derrière Israël, quelques autres États, notamment... Et l'Ukraine. L'Ukraine, oui, quel miracle. Il y a aussi la Micronésie, je pense. Donc, enfin, il y a comme ça. Donc, quand on parle d'isolement, mais là, dans l'ONU, dans l'Assemblée générale, on voit l'isolement d'Israël. Donc, c'est aussi agir dans cette institution juridique, parce que c'est une institution de droit international. C'est aussi une action juridique. La rapporteure spéciale des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sur la Palestine, sur la situation en Palestine, Francesca Albanese. Mais elle fait un travail formidable. Donc il y a des possibilités d'agir à ce niveau-là. Les tribunaux nationaux, dans le cadre du droit pénal, dans le cadre des fournitures d'armes, dans le cadre de la responsabilité de nos gouvernements, les organes des Nations Unies,
Et évidemment aussi la Cour pénale internationale, oui, il faut le faire, même si, pour les raisons que j'ai exposées, je suis par rapport à cela, pour le moment, en tout cas, très, très sceptique sur les chances d'aboutir. Voilà, ça c'est quelques pistes d'action juridique qu'on peut prendre et qui sont, je dirais, le prolongement de ce que tu as expliqué tout à l'heure. Qui sont, parce que le juridique et le politique, évidemment, ça c'est jamais séparé. Le juridique et le sociétal, ça se sépare jamais. Mais donc ça, c'est des points sur lesquels les citoyens qui veulent se mobiliser pour la Palestine peuvent se mobiliser aussi pour utiliser ces leviers juridiques. Mais c'est important, surtout, que le mouvement de masse continue, que les gens restent dans la rue, parce que le procureur de la Cour pénale internationale, je vous garantis qu'il n'agira, qu'il ne cédera un tout petit peu, qu'il commencera un tout petit peu à se bouger, qu'à condition qu'il continue à y avoir des milliers de gens dans la rue, parce que là, il se sentira à un certain moment obligé de bouger un peu. Bien. Je crois qu'on vient d'entendre toute une série de choses très très importantes. Moi, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, des problèmes posés, des propositions d'action. On va vous donner la parole tout de suite, mais je voudrais dire une chose. On voit bien qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan des réfugiés, du droit, de l'information, des élections qui viennent, d'interpeller les politiques, il y a beaucoup à faire. Chacun dans son coin, je pense que c'est compliqué. Et donc, je vais proposer que tous ceux qui ont envie de faire quelque chose viennent nous trouver là au stand, et aussi Mohamed, et qu'on décide d'organiser peut-être une prochaine réunion simplement sur qu'est-ce qu'on fait, qui peut faire quoi, et je vous garantis qu'il y a besoin d'énormément de gens et que chacun peut faire quelque chose. Ne dites pas je m'y connais pas, je suis pas spécialiste, etc. Je pense au contraire que chacun peut faire quelque chose, et c'est ce que je vais proposer avec Mohamed, qu'on se retrouve bientôt pour une réunion sur des perspectives d'action. Je vais maintenant demander un micro dans la salle pour entendre vos questions. J'insiste, des questions et brèves pour que quelques autres personnes puissent encore parler. Le micro, il est là. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je souhaite la libération de tous les peuples opprimés, peu importe où ça se passe. Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez vraiment que la CPI va faire quelque chose, puisque selon les informations que j'ai, ils ont quand même emprisonné Jean-Pierre Bemba et Laurent Gbagbo, donc des anciens présidents et vice-présidents africains, avec des dossiers très très maigres, voire quasiment rien dedans. Et ils sont restés presque 10 ans ou plus. Et lorsqu'on vous écoute, je ne doute pas du tout qu'il y a des millions et des millions d'informations et de preuves pour ces massacres. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas que la CPI va faire quoi que ce soit, parce que c'est un organisme, administratif trop lourd, et comme toutes les organisations mondiales, globalistes, ils ont des patrons. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose à travers un autre organisme ou une autre institution internationale? Voilà. Bien. Ça, c'est une question pour Yann, qui a dit que les tribunaux belges aussi étaient compétents et que donc on peut peut-être réfléchir. Ce serait en tout cas bien qu'il y ait un avocat qui vienne dans cette réunion pour donner des conseils sur ce qu'on peut faire. Yann ? Mais sur la Cour pénale internationale, c'est très compliqué, parce que c'est un organe extrêmement politisé. Quand les organisations palestiniennes ont commencé à travailler avec la Cour pénale internationale, c'est-à-dire à fournir à la Cour pénale internationale des preuves, parce que soyons clairs, il n'y a évidemment aucun enquêteur de la Cour pénale internationale qui va aller sur le terrain. Ça doit venir des organisations qui sont établies sur le terrain, il n'y a pas d'autre possibilité. Ils étaient très sceptiques. Mais ils ont continué le travail, et je crois qu'ils avaient raison. Parce qu'il faut aussi mettre ces organismes devant leurs responsabilités. Alors, au début, ils croyaient que la procureure de l'époque, Mme Bensouda, n'allait rien faire. Mme Bensouda, elle a bougé ses pions, je dirais, lentement, et à la fin de son mandat, elle a fait quelque chose d'intéressant.
Elle a demandé à la Cour, aux juges, donc pas le procureur mais les juges, l'autorisation d'ouvrir une enquête. Et les juges ont autorisé Bensouda à ouvrir une enquête. Ce qui était une étape importante. Et donc on voit là que ces organes ne sont pas non plus des blocs monolithiques. Que dans ces organes, il y a différentes opinions, il y a des gens qui, mais dans des conditions extrêmement difficiles, parce que quand Mme Bensouda a obtenu l'autorisation d'ouvrir une enquête sur la situation en Palestine, les Américains l'ont directement mis sur la liste des sanctions. Donc, si les Américains mettent quelqu'un sur la liste des sanctions, surtout quelqu'un comme Mme Bensouda, moi je suis plutôt, je dirais, d'avis qu'il faut la défendre et qu'il faut sérieusement examiner si ce qu'elle a fait n'est pas quand même important. Je crois oui. Ce que je vois que c'est le procureur actuel, ce que je vois c'est que le procureur actuel, en tout cas, donne l'impression de vouloir détricoter tout ce travail. Depuis qu'il a pris son mandat, il a refusé de recevoir les organisations palestiniennes. Alors qu'avec Bensouda, ils avaient un échange quasiment permanent. Donc il y a des choses qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent. Je crois qu'il faut continuer à le faire, mais il ne faut pas se faire aveugler par ça. Il faut utiliser tous les forums dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les possibilités, et il y en a beaucoup, l'ONU, les tribunaux nationaux, etc. Il y a beaucoup de choses différentes et on doit essayer partout d'enfoncer la porte. Ok. Question suivante. Le micro se trouve... Bien. Alors, il y a une question là-bas au fond et puis une ici devant. Pour aller plus vite. Madame ici et après il y aura monsieur au fond. Là, voilà. Comment ? Oh, c'est embêtant. Bon. Oui, j'ai une question, mais juste avant, je voudrais juste dire, je voudrais motiver cette salle à passer à l'action, dans la mesure où j'ai assisté à une conférence à l'ULB organisée par les étudiants du cercle arabe et européen, des étudiants de l'ULB. Et c'est une habitude chez eux, ils se font un point d'honneur de ne pas quitter la salle sans avoir trouvé des actions à réaliser. Ils se font un point d'honneur. On ne part pas si on n'a pas trouvé quelque chose à faire. Et donc on pourrait, on croule sous cette tragédie, on pourrait se sentir impuissant et ça pourrait nous mettre dans un état d'inhibition et de paralysie si on se dit qu'on est impuissant. Mais je trouve qu'on doit retrouver cette puissance, on en a. C'est faux de se dire qu'on est impuissant. Il y a plein de choses à faire, il y a des tas de choses à faire et franchement moi j'ai plein d'idées. Si vous n'en avez pas, moi j'en aurai pour vous. Je me mettrai à côté de l'investigation parce que j'en ai plein à vous donner, parce que moi-même j'ai fait cette démarche de passer de l'impuissance à retrouver une puissance d'action. Ça c'était juste pour vous motiver en disant voilà, on a besoin de force et ils ont besoin de nous, on ne peut pas les laisser tomber. Certainement pas. Voilà. Très bien, venez près de madame pour déjà assister à cette conférence. J'ai écrit plein d'idées. Et alors, je voulais juste vous dire, vous poser une question par rapport aux médias mensonges. Est-ce qu'il est opportun, puisque j'imagine qu'il y a une commission éthique de l'audiovisuel, est-ce qu'il est opportun qu'on écrive et qu'on bombarde la commission éthique pour manquement journalistique ? Est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'on doit mettre notre adresse personnelle? Il faut savoir que, personnellement, moi, je suis juste une infirmière et enseignante aussi. Je donne beaucoup d'informations à droite à gauche et j'ai remarqué que maintenant, je suis un petit peu hackée. Voilà, je reçois des coups de fil bizarres. Tant pis, je m'en fous, hein, je vais les bloquer, c'est pas un problème. Mais je veux dire, est-ce qu'on doit mettre son adresse personnelle ou est-ce qu'il vaudrait mieux créer une autre adresse ou je sais pas quoi? Enfin, donnez-nous peut-être des pistes et ce qu'on risque aussi éventuellement. Merci. Je pense que c'est une... Oui, je pense que c'est une bonne chose de déposer plainte au CSA. Il y a effectivement une procédure. Je ne dirais pas de les bombarder. Je pense qu'il vaut mieux rédiger un certain nombre de plaintes très précises, très concrètes sur des articles en montrant soit que des termes qui ont été employés n'étaient pas corrects, par exemple terrorisme. Je pense qu'il faudrait aussi demander s'ils ont rectifié des informations erronées qui ont été données sur les bébés décapités, l'hôpital qui serait un centre de commandement militaire et des choses comme ça. Demander s'il y a eu des rectifications et pourquoi pas. Et je pense que oui, ça vaut vraiment la peine de le faire.
Et on peut certainement vous aider sur ça dans la Venez vous nous trouver ou dans la réunion qui a été faite. Il y a monsieur, et puis derrière au fond depuis longtemps on lève la main. Oui. Moi, en fait, je voulais poser la question suivante. Aujourd'hui, il y a 2 organismes qui dépendent des Nations Unies où l'État de Palestine, l'autorité palestinienne, n'a pas le statut d'observateur, mais d'État à part entière, et c'est notamment la CPI. Si à la CPI, l'État de Palestine est reconnu comme État. Et comment se fait-il que l'État de Palestine ne couvre pas justement le travail que vous indiquiez tout à l'heure de ces organismes, le Haq et d'autres dont les bureaux ont été saccagés et bombardés dernièrement à Gaza? Qui veut répondre, Hamdan ou Yann? En tout cas, d'après mes informations, effectivement, donc l'État de Palestine, donc c'est vrai au niveau des Nations Unies, il est observateur, donc c'est pas un État comme les autres, mais au niveau de certaines organisations internationales, comme le CPI justement, l'État de Palestine il a adhéré à cette organisation. Maintenant, quand on adhère, donc on devient un membre, je suppose, parce que ça c'est la logique. Et si on est un membre, on a je dirais les droits comme les autres. En tout cas, je sais que depuis 2018, je crois, qu'il y a un dossier déposé par l'État de Palestine qui concerne tout ce qui est colonisation, les guerres de Gaza, les différentes guerres et les prisonniers palestiniens, ce qu'on appelle les détenus palestiniens. Donc il y a 3 sujets. Maintenant, il y a bien sûr ce qui se passe maintenant à Gaza. Yann? Juste un détail. En fait, on ne peut pas dire que la CPI a reconnu l'État de Palestine. Ce n'est pas vrai. Donc la CPI, dans la décision où ils se disent compétents pour connaître, dit ce n'est pas notre rôle de reconnaître des États. Ce n'est pas le rôle de la CPI, elle n'a pas aucune autorité pour reconnaître ou pas reconnaître des États. On constate que l'État de Palestine est une partie au statut de Rome, c'est-à-dire ce qui fonde la CPI. Donc c'est un détail technique, mais il faut faire un peu attention parce que j'entends souvent oui mais la CPI a reconnu, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est important là-dedans, ce qui est réellement important, c'est pas que la CPI aurait reconnu l'État de Palestine ou pas, parce que c'est pas son devoir, c'est qu'elle a dit on peut juger les crimes qui sont commis en Palestine. C'est ça qui est important. On peut juger ce qui se passe à Gaza, dans le West Bank et à Jérusalem-Est. Et évidemment, Jérusalem-Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément clé. Oui. Bonsoir et merci d'être présent. Donc moi, la question est simple, c'est comment mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec ce que Jacques Attali a annoncé en disant que finalement nous terminerons avec un gouvernement mondial dont Jérusalem sera la capitale. Je vous remercie. Oui, encore une question? Allez, on va prendre encore 4 questions ici devant parce qu'évidemment on a beaucoup dépassé les horaires. Et ici, une première question. Voilà, j'avais entendu parler d'une solution à un État, mais est-ce qu'on ne courrait pas le risque, dans ce cas-là, d'avoir une situation de polarisation comme l'a connu le Liban au cours de sa guerre civile? Et comment voyez-vous, dans ce cas-là, un État unitaire sans connaître les difficultés qu'ont par exemple connu certains pays africains du Sahel, où on s'est retrouvé avec les nomades du Nord et les sédentaires du Sud, et avec des polarisations. Ok, on a compris la question. Ismaël veut répondre. Bon, c'est une question tellement difficile à répondre parce que, premièrement, s'il y a quelqu'un qui va dire que la solution pour un seul État, c'est-à-dire ça c'est
antisémitistes. Mais évidemment, il y a un groupe de juifs pro-Palestine. Ce sont des pro pour cette solution. Et moi aussi, avec eux, il y a des autres. Ce sont des Palestiniens qui travaillent maintenant pour cette solution. Oui, on veut qu'un seul État pour tout le monde, avec l'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a une personne juive, ou bien une musulmane, ou bien une chrétienne, c'est pas la question. Pas du tout. C'est un État pour tout le monde, c'est une patrie pour tout le monde. Mais le problème là, ça c'est pour les Israéliens, c'est pas accepté. Pourquoi ? La plupart des Israéliens, ils ont maintenant beaucoup de prophètes. Alors, il ne faut pas laisser tout ça pour les Palestiniens. Gratuitement. Le problème, alors, c'est pour lutter, décennies, même pour si longtemps, pour avoir, ou bien réagir, cette, comme on dit, solution. Pour moi, c'est tellement acceptable, la Palestine pour tout le monde, et c'est déjà accepté. Il y a par exemple des gens comme M. Ilan Pappé, il est tellement célèbre, israélien, juif, et il a écrit beaucoup de livres sur cette question et sur cette solution. Oui. Moi, je vais oui. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'un seul État, avant de parler d'un seul État, on parle de l'arrêt de la colonisation. Donc, à partir du moment qu'il y a l'arrêt de la colonisation, il n'y a plus de conflit. Donc, les gens qui souhaiteront en fait rester, qui ne se reconnaissent pas dans ce projet colonial, resteront en Palestine avec grand plaisir et seront accueillis en Palestine avec grand plaisir. Donc, le débat ne se poserait même pas. Et on n'est pas encore dans la situation en fait du Liban. Ça, c'est encore autre chose et loin encore de ce qui, de se passer en fait, comme c'est le cas dans le Sahel ou en Afrique, etc. Et en Afrique du Sud, on n'a pas fait deux États, on a fait un État. Grosso modo, ça fonctionne. Il reste beaucoup d'injustices économiques et sociales, mais grosso modo, ça fonctionne. Et nous, on se reconnaît justement en fait en Afrique du Sud et on mène le même combat, que ce soit l'apartheid, que ce soit le boycott, etc. Et puis je finirai en fait après par la suite sur les actions à mener parce que je voudrais parler de quelque chose, mais qui concerne le boycott. Donc si vous me laissez un peu de temps de parole à la fin. Oui, très bien. On retient cette idée. On va clôturer sur l'action. Monsieur a une question ? On a aujourd'hui parlé, je pense que beaucoup de l'Occident qui est un accident, il cause beaucoup d'accidents dans le monde. Mais malheureusement, je ne vous ai pas entendu parler du monde arabe et des médias dans le monde arabe. Et en plus, aussi des Palestiniens eux-mêmes. L'OLP, l'FDLP, le Hamas, etc., où il y a parfois des dissensions entre eux. Parce que si on voulait gagner cette guerre, il faut l'union. Ça va. On a compris la question. Il y en avait une là. Oui. Au micro, s'il vous plaît. On va juste prendre des questions et on répondra globalement après. Et puis, il y en a encore une là. Voilà, je voulais juste savoir ce qui était devenu Ziad Medouk. Pardon ? Je voulais savoir ce qui était devenu Ziad Medouk. Ziad. Professeur à Gaza. On n'a plus de nouvelles. Il envoie tout le temps des vidéos, mais la dernière fois, c'était il y a une semaine. Mais Ziad Medouk, il était le chef du département français à l'université de Rexha. Oui. Mais on va répondre après. On va répondre après. Encore là une question et là une question et une dernière. Très bref, s'il vous plaît, oui. Ma question est la suivante, même s'il n'y a pas de réponse pour aujourd'hui, mais ça peut faire donc mais une question quand même. Pour les prochaines fois. C'est à propos de deux États. Parce qu'il y a un côté juridique et un côté maintenant l'évolution des choses. Le côté juridique, c'est que, et ça normalement que ce soit dans le clan israélien ou chez les Palestiniens, ils refusent les deux États
parce que les Israéliens, pour eux, la Terre Sainte, c'est la Cisjordanie. Donc, ils ne vont pas libérer la Cisjordanie aux Palestiniens. Donc, pour eux, 2 États sur les territoires de 67, pour eux, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est pas possible. Okay. Et pour les Palestiniens, la création d'un État palestinien sur les territoires de 67, actuellement, il y a une mentalité sur ça, n'a pas de base juridique. Et votre question ? Et votre question ? L'autre question, c'est que on doit, comme donc c'est pour vous, Michel Collomb, comme vous avez suivi donc pas mal de guerres, donc depuis on connaît que des guerres. L'avenir, on sait que l'Amérique perd ses guerres. Alors maintenant, comment vous voyez la suite ? C'est-à-dire maintenant l'évolution, parce que le 7 octobre, pour les Israéliens, c'est l'équivalent chez nous de 67. C'était le choc. Maintenant, les choses se sont inversées. Alors, moi, je suis progressiste. Je comprends la question. Je comprends la question. Ouais. Le micro pour Vajdi, pour Monsieur en rouge, et puis on fait des réponses, conclusions rapides. Ça va ? Bonsoir tout le monde, je vais faire vite, donc je vais poser 3 questions, 10 secondes par question, donc je suis bon pour les 30 secondes. La première, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. En fait, qui sommes-nous pour décider à la place des Palestiniens qui sont les propriétaires des terrains et de la terre? S'il faut un État ou 2 États ou 10 États, s'ils le veulent le vendre par la suite, ils seront libres de le faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur souveraineté et leur liberté. La deuxième des questions, comme il y a un avocat, en fait, comment croire encore au droit international qui a été bafoué, qui est aux mains de l'impérialisme américano-sioniste depuis des années. Il y a plus d'une centaine de résolutions qui n'ont jamais été respectées. Personne n'en fait rien. Il n'y a aucune contrainte, donc ils feront toujours ce qu'ils veulent. Et pour l'aspect pratico-pratique, en fait, le quotidien des Palestiniens en Belgique et des militants de toute origine en Belgique, il y a qui sont confrontés, on est confrontés en général, Bissan pourra en témoigner, aux violences policières, aux restrictions dans l'espace public, aussi bien pour les manifestations. On ne peut plus rester sur une place à plus de 2 ou 3 personnes au-delà d'un certain horaire décidé par le bourgmestre, et même les drapeaux sont interdits dans l'espace public. Voilà, merci. On a compris. Oui, et la dernière question ici, avant des réponses que je vais demander très brèves aussi, parce que sinon... Il n'y a pas de souci. Donc depuis une semaine, je vous dis, je passe directement aux actions. Je porte mon châle dans le métro et quand je descends, c'est toujours le châle avec Palestine qui se montre partout. Et donc ça fait 2 jours, j'ai reçu un appel bizarre avec une certaine Bella, une fille très jeune, et d'un numéro qui est bizarre, qui n'est pas de la Belgique. Et donc j'aimerais savoir ici, j'ai demandé tout à l'heure à votre collègue aussi, Michel Collomb, j'ai demandé là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces numéros? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre ces numéros pour au moins les identifier ou pouvoir mettre une base de données ou quelque chose pour ces données, et que par la suite, est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi contre ça? Donc ça veut dire que porter juste une châle, c'est très fort et qu'ils prennent ça au sérieux vraiment. Très bien. Merci pour cette très bonne question. Je vais demander à nos intervenants de répondre rapidement aussi et de faire leurs conclusions. On a demandé des nouvelles de Ziad. Jusqu'à ce moment, il y a des problèmes avec les communications parce que et quelquefois, il y a manque de communication. Par exemple, jusqu'à ce moment, pour 4 jours, il n'y a pas de communication avec ma famille même. Alors, c'est difficile, je sais, mais il faut attendre pour quelques jours. Je souhaite que M. Ziad est vivant et en bonne forme. Deuxièmement, il y a 2 messieurs qui ont parlé sur la solution de 2 États. Vous connaissez, c'est qui a refusé et refuse cette solution maintenant? Ce n'est pas nous les Palestiniens, ce sont les Israéliens même. Si vous allez par exemple chercher maintenant sur la définition pour la bande de Gaza et la Cisjordanie pour les Israéliens, c'est quoi? Ce ne sont pas les territoires palestiniens, ce sont les territoires il y a des conflits sur ces territoires seulement. Est-ce que vous avez l'idée qu'il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de frontières israéliennes
Si vous allez par exemple chercher sur Google, ce sont où les frontières israéliennes? Essayez-vous. Il n'y a pas. Oui, pour ajouter plusieurs morceaux de terre, il ne faut pas avoir d'exactes frontières pour l'État d'Israël, entre guillemets. Alors, pour ajouter des extras morceaux des autres pays comme la Syrie, ils ont ajouté le Golan. Oui, pour ajouter des autres morceaux et tout ça. Oui, alors il faut pas avoir exactement des exactes frontières. Vous connaissez il y a combien de colonisateurs maintenant au Cisjordanie, maintenant 750 000, exactement. Parce que, alors, il y a des comme on dit, il y a des colonies là-bas qui contrôlent toute la vie pour les gens de la Palestine là-bas. Bon, le ministre, elle s'appelle Eitan Ben-Gvir, ça c'est le ministre de sécurité nationale d'Israël. Il a dit, oui, il a dit comme ça. Il a dit ça, comme on dit, pour tout le monde. J'ai le droit pour marcher au Cisjordanie librement, plus que les Palestiniens. Et il a dit pour le présentateur, Slicha Mohammed, pardon Mohammed, ça c'est mon droit de faire ça. Alors, et clairement, la solution pour deux États est finie. Il n'y a pas de débat. Merci. Bien. Bissan, on a eu une question sur comment faire respecter les droits des Palestiniens ici. Très difficile. Très difficile. C'est aujourd'hui, voilà, comme... je pense qu'en termes de liberté, certes, la position belge est un peu avancée par rapport, on va dire, à celle européenne ou à ses confrères européens, mais n'empêche, ça reste que sur le terrain, nous sommes quand même, nous vivons dans des démocraties policières où à chaque fois qu'on va manifester, faire des rassemblements, il y aura un gros dispositif présent, la police, les combos, les vélos, les chiens, les casques, les matraques, et les boucliers et les bombes lacrymo. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été victime la semaine dernière d'une arrestation administrative pendant 4 heures, car j'ai souhaité simplement rester sur la place publique parce qu'il y avait d'autres amis auparavant qui ont été arrêtés, et j'ai décidé de les arrêter, d'attendre leur libération dans l'espace public, simplement en disant aux policiers que nous sommes du même côté que vous, nous sommes que du côté de la justice, et qu'à l'heure où je vous parle, moi j'ai plus de 100 personnes qui sont mortes dans ma famille, je n'ai aucune nouvelle, il y avait d'autres personnes qui étaient grièvement blessées et je n'avais aucune nouvelle depuis 3 ou 4 jours, donc comprenez un peu l'état de détresse dans lequel nous sommes, et nous souhaitons juste simplement rester dans l'espace public qui est ouvert pour tous. La police, à défaut d'arguments, et c'est à chaque fois ça se passe de la même façon, à défaut d'arguments, elle va employer le seul argument, ou en tout cas le seul outil dont elle dispose, qui est la force pour opprimer les manifestants, et c'est ce qui se passe. Donc, c'était sur le territoire de Bruxelles-Ville? Bruxelles-Ville, oui, c'était chez Monsieur Claus. Tiens. Donc, j'ai signalé qu'il y a des élections bientôt en Belgique. Une des tâches que j'ai envie de proposer, c'est d'interpeller les partis. Mais j'ai pas... Vous savez, quand il y a des élections, ils sont prêts à répondre à toutes les questions pour pêcher des voix. Mais j'ai pas envie qu'on leur pose des questions, qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. Parce qu'on aura des réponses copier-coller. Donc la proposition que je voudrais vous faire, c'est rédiger aux partis des questions précises sur les faits. C'est-à-dire... il y a eu telle information qui est passée dans les médias, et après, il a été avéré qu'elle était fausse d'après des sources. Prenez des sources israéliennes, prenez des sources des États-Unis, prenez pas des sources palestiniennes, enfin oui aussi, mais pas que. Et donc, posez des questions précises, et évidemment, quand ils vont vous répondre avec un copier-coller, recommencez, et on va le publier, tout ça, et que les gens sachent pour qui ils votent, et notamment s'ils votent pour quelqu'un qui trouve qu'Israël a le droit de se défendre, que personne ne vote pour des partis comme ça. Donc ça, c'est une des propositions qui vont être faites, qu'on ne doit pas détailler maintenant.
on a parlé des droits des Palestiniens ici. Les droits, ils sont tous droit à l'accueil chez un avocat et droit à avoir des documents d'identité, comme ce qu'ils ont fait en fait pour les réfugiés ukrainiens. Un guichet unique pour les Palestiniens. Ils peuvent commencer par un seul guichet à Bruxelles, ça fera l'affaire. Et après, si ça marche bien, on va dire, dupliquer sur d'autres villes. Mais déjà, le droit à l'accueil, nous sommes en pleine trêve hivernale, nous sommes en plein hiver. Donc ces gens-là, il faut bien en fait qu'ils dorment. Là, ils squattent à droite, à gauche, etc. Mais ils n'ont pas les moyens de se nourrir, les moyens de se doucher. Les moyens Alors, si on a envie de donner un coup de main, d'inviter quelqu'un, de loger, de donner des repas, on s'adresse à qui? À toi? À moi. À moi. Oui, à moi. Bien. Je proposerai, de toute façon, qu'on fasse une réunion avec tous ceux qui veulent faire quelque chose et qu'on organise concrètement ces choses-là. Il y avait aussi une question, Yann, est-ce qu'on peut encore croire au droit international? Très brièvement, parce que tu en as déjà parlé, mais... Je trouve que la question était intéressante parce que l'ami qui a posé la question a commencé par dire il y a déjà des dizaines de votes et de résolutions, etc. C'est ça le droit international. Le droit international, c'est toutes ces décisions du monde entier qui reconnaissent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le droit international, c'est ça. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait respecter? Parce que le problème n'est pas est-ce que le droit international est un problème, le problème c'est comment le faire respecter. Et là je pense que l'histoire montre qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire respecter le droit international, c'est la lutte des peuples. C'est très simple, c'est le rapport de force. Le droit des peuples colonisés à l'autodétermination a été arraché par les luttes, la révolution algérienne, par les luttes en Inde, par des luttes de Vietnam, voilà. Donc, c'est pas le problème. Le problème n'est pas que le droit international est mauvais. Le droit international reconnaît le droit à l'autodétermination et en particulier du peuple palestinien. La seule question, c'est comment le faire respecter. Et le faire respecter, c'est une question de lutte populaire. C'est une question de lutte dans le pays même, et une question en même temps de solidarité à l'extérieur. Et je trouve que là, l'exemple de l'apartheid est très, 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 très intéressant, je trouve. Pourquoi l'apartheid est tombé? L'apartheid qui était une violation du droit international, à tous les niveaux. Elle est tombée, l'apartheid, parce qu'il y a la lutte, l'insurrection des populations noires à l'intérieur de l'Afrique du Sud, premier élément. Il y a un mouvement international de solidarité, un mouvement anti-apartheid gigantesque avec des actions de boycott à une grande échelle, qui a pris de plus en plus de l'ampleur. Et il y a eu la défaite militaire des Africains de l'Afrique du Sud, en Angola et en Namibie. Donc il y a eu la défaite militaire aussi. Et de ce point de vue-là, je dirais, on est déjà dans une situation où la lutte intérieure s'est remobilisée maintenant. C'est très important. La solidarité, c'est pour la première fois depuis 20 ans que je suis dans des manifestations pour la Palestine, comme on en a vu aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une solidarité fantastique qui est en train de se développer. Et la défaite militaire, je pense qu'elle viendra bientôt, surtout s'ils se lancent dans une aventure avec le Liban, etc. Je pense qu'ils vont recevoir sur la figure. Bien. On va se tourner vers Hamdan. On a reçu 2 questions un peu embarrassantes. Le monde arabe et puis les Palestiniens, l'OLP. À toi. Concernant le monde arabe, je pense que les Palestiniens sont complètement déçus. Nous sommes déçus de la position, surtout officielle, du monde arabe. 33 jours après le début du bombardement israélien, un sommet arabe s'est réuni en Arabie Saoudite. Finalement, il y avait un simple communiqué qui n'a pas été traduit dans les faits, parce que ce communiqué-là, il a parlé de faire entrer des vivres, des médicaments dans la bande de Gaza. Or, rien n'est entré parce qu'Israël contrôle, décide ce qui entre, ce qui n'entre pas dans la bande de Gaza. Donc, le monde arabe officiel, c'est complètement, à mon avis, complice. Ça, c'est mon point de vue. Il pourrait faire beaucoup parce que s'il y avait un blocus pétrolier, je pense que la plupart des pays arabes, malheureusement, souhaitent l'échec
des Palestiniens à Gaza. Ça, c'est la réalité. Maintenant, parce que la Palestine libérera le monde. Maintenant, la population arabe, c'est différent. On sait très bien qu'il y a, comment dirais-je, c'est complètement les sentiments des Arabes, quel que soit le pays, ils sont pour les Palestiniens. Maintenant, donc, les rapports... Il y a les régimes et il y a les peuples. Absolument. Comment donc, il y a une faire différence. Que les peuples aient plus de poids? Qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est la question qui doit être posée aussi, je dirais, aux forces politiques dans le monde arabe. Comment changer cette réalité-là? On est pour les Palestiniens, mais on n'arrive pas à traduire cette décision au niveau de sphère politique. Ça, c'est, à mon avis, concerne le monde arabe. Maintenant, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question sur la situation interne palestinienne. C'est très important. C'est très important parce que c'est un sujet, après le cessez-le-feu, le sujet le plus important pour les Palestiniens. Est-ce que les Palestiniens vont affronter ce défi, ce challenge qui va les affronter après un cessez-le-feu, parce que tout le monde maintenant, peut-être le 7 octobre, c'est vrai, un des avantages de 7 octobre, à mon avis, c'est qu'il a ramené la question palestinienne sur la scène politique internationale. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une conscience maintenant, aussi bien chez les Américains que chez les Européens, partout dans le monde, qu'il faut résoudre ce conflit. Ce conflit ne peut pas se maintenir éternellement. Donc il y a une conscience maintenant. Maintenant, les Palestiniens, ils vont affronter cette réalité après le cessez-le-feu. Seulement, malheureusement, à cause de la division palestinienne, ce que nous ne sommes pas prêts à affronter cette réalité-là. Demain, les Palestiniens, après le cessez-le-feu, ne sont pas prêts d'affronter cette exigence internationale qu'il faut résoudre ce conflit. D'abord, ils ne sont pas unis sur qu'est-ce que nous voulons exactement. On a parlé d'un État, 2 États, etc. Donc, la première étape, ça c'est mon point de vue, à faire concernant les Palestiniens sur le plan interne, c'est d'abord de mettre fin à leur division. C'est très important. Mettre fin à leur division passe, à mon avis, par des élections. Il faut que les Palestiniens élisent leurs représentants pour savoir c'est qui est la direction palestinienne. Parce que pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Il y a des gens qui résistent à Gaza, il y a des gens qui ne résistent pas, etc. Moi, je suis intéressé en tant que Palestinien de savoir qui me dirige, qui parle au mon nom. Cela passe par des élections. Donc, moi, j'appelle à ce qu'il y ait des élections palestiniennes, aussi bien en Cisjordanie que dans la diaspora palestinienne que dans la bande de Gaza. Ça, c'est des élections générales. Il faut qu'on arrive à élire des représentants dans le Conseil national palestinien, que tout le monde participe à ces élections-là pour arriver finalement qui est la direction palestinienne, qui représente les Palestiniens, parce qu'on ne peut pas affronter la question comment résoudre ce conflit si les Palestiniens ne sont pas je dirais, représentés par des gens qui étaient élus par eux. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut dire ou prétendre que c'est moi qui représente les Palestiniens. Aucun. Quelle que soit cette personne-là, ni en Cisjordanie, ni à Gaza. Parce qu'il faut passer par des élections pour élire les représentants et finalement arriver à une direction. Moi, je dirais que ça, c'est l'étape la plus importante. Sinon, nous allons perdre, malgré que nous gagnons au niveau militaire. Bien. Il me reste 2 questions avant de clôturer. On a parlé du boycott et je pense qu'on aurait dû en parler un peu plus. C'est quand même un mouvement qui a fait plier l'Afrique du Sud, bien sûr, en soutien de la résistance des Noirs, qui était magnifique, mais ça a eu un grand impact. Je me souviens, dans les années 80, j'habitais à Liège, on allait à la porte du carrefour qui s'appelait alors GB, le samedi matin, et on disait aux gens, n'achetez pas les oranges Outspan parce qu'il y a du sang dessus, c'est dégueulasse, etc. Et on donnait une petite documentation aux gens. Évidemment, le gérant du GB n'était pas content, la police est parfois venue, tant mieux, ça fait de la publicité, et donc ils ont été embêtés avec ça, et c'était des actions qu'on faisait, je me souviens, là il y avait un groupe chrétien, il y avait un groupe marxiste, il y avait toutes sortes de gens, on allait à une dizaine, c'était très chouette, et cette action a eu lieu dans le monde entier. Je pense qu'il est temps de faire ça aussi. J'aurais une proposition, je ne sais pas s'il y a un carrefour à Molenbeek, je suppose que oui, ou à Anderlecht. Dans cette réunion, former un petit groupe, allez-y ensemble à 10, 15, 20, avec des drapeaux, parlez aux gens,
à l'entrée ou dans le magasin, indiquez les produits qu'il ne faut pas acheter, filmez-vous avec des caméras, soyez évidemment prêts à ce qui peut arriver. Je pense que ça peut être une action importante et très pratique et qu'il faudrait essayer de développer ça dans l'ensemble du pays. Ça, c'est le premier point. Il faut voir il faut prévoir les conséquences, se préparer. Oui. Ah oui, mais je ne propose pas d'abîmer les produits. Je propose de... Bien, mais... Je ne propose pas d'en discuter maintenant, mais plutôt dans cette réunion. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire. Je voulais le lancer comme un thème. Ne le faites pas demain matin, mais préparez-le bien. La deuxième question qui a été posée, c'est les USA sont en train de perdre toutes leurs guerres. Comment ça va se tourner? Je pense que c'est très important de placer ce conflit, cette agression coloniale et cette résistance dans son cadre global. Les États-Unis sont une puissance en déclin. Ils ont perdu en Irak, ils ont perdu en Afghanistan, ils ont perdu face au Venezuela et à des pays qui voulaient renverser avec des coups d'État ou même des invasions, ils n'ont pas osé. Donc il y a de grands motifs d'espérer. Et ça ira beaucoup plus vite si justement, nous avons une compréhension globale de ce qui se passe et nous parvenons à la communiquer autour de nous. Et deux, si on a des actions très concrètes qui font pression sur ce gouvernement belge qui est vraiment un paillasson, qui est vraiment en train de suivre les États-Unis comme un petit chien dans tous leurs mensonges et dans tous leurs crimes. Là, on a des élections bientôt. Faisons pression pour que justement on se détache de ce système de crime. Je ne vais pas développer longtemps parce que justement j'avais l'intention de faire un Michel Midi mardi ou peut-être mercredi parce qu'il y a du retard et du boulot sur le thème Israël a-t-il déjà perdu? Et les États-Unis, je n'ai pas encore trouvé le titre, mais on va aborder ça dans Michel Midi. On va certainement le traiter parce que c'est important aussi de montrer aux gens qui peuvent être impressionnés par la puissance des armes et des massacres et le cynisme, etc. Et le fait que la réaction des peuples n'est pas encore assez élevée. Ils peuvent être impressionnés par ça, mais ils doivent voir aussi que quand on comprend bien ce que font les Palestiniens, c'est extrêmement courageux. C'est vraiment un encouragement à réveiller l'humanité. Et globalement, le monde entier est en train de comprendre. On a l'impression, parce que nous, on vit ici, que, ah oui, tout le monde, etc. Non, en réalité, l'ensemble du monde, il a déjà compris ce qui se passe. Et la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que nous, ici en Europe, ou liés au monde arabe, on va être capable de faire passer ces choses-là le plus concrètement, le plus simplement et de façon convaincante. Donc, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense que vraiment ça passe par cette idée. Le pouvoir sur l'info, il faut le prendre. Je vais remercier tous nos invités qui ont été passionnants et émouvants. Je vais remercier vous et je proposais qu'on se retrouve là-bas.